Donc avec notre invité en ligne, Yannick Salman, qui est chef de projet emploi et politique industrielle au Shift Project, et notamment co-auteur du livre « Crise climat, le plan de transformation de l'économie française ». Donc pour une visioconférence, nous avons intitulé, vous voyez, « L'emploi moteur d'une transformation bas carbone du système économique ». Monsieur Salman, je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je sais que vous avez eu une table ronde hier sur le sujet de le futur de l'emploi, des métiers. Je n'ai pas pu y assister, mais ce serait intéressant peut-être de revenir dessus pour ceux qui, voilà, pour vous qui avez participé, de contraster ça avec ma présentation. Donc, je vais vous parler du plan de transformation de l'économie française. Je vais revenir en détail, et en particulier la partie emploi, qui est un mot qui résume un peu la question des compétences et des ressources humaines dans la transformation bas carbone. Donc, très en lien à mon sens, et je salue les organisateurs pour avoir repéré ça, la concordance parfaite avec la thématique du futur incertain qui se présente, et de comment aborder la question des ressources humaines, de la formation, de l'orientation dans ce contexte. Donc, pour revenir tout d'abord rapidement sur le Shift Project, c'est un groupe de réflexion, un think tank qui se définit comme le think tank de la transition bas carbone. C'est une association d'intérêt général. Elle a pour mission, donc, depuis 2010, non seulement d'éclairer le débat avec des travaux de recherche, j'ai envie de dire assez classiques, mais de manière assez explicite, de passer un certain temps et d'énergie à faire du travail d'influence, au sens, j'espère, noble du terme, de lobbying, et aidé en cela par une association sœur, qui est une association de bénévoles, cette fois-ci purement de bénévoles, qu'on a appelé les Shifters, et qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de milliers de personnes. C'est une association qui est financée largement, en grande partie par de grandes entreprises, de plus en plus par des PME, et qui, exceptionnellement pour le plan de transformation dont je vais vous parler, a été financée aussi très significativement par des particuliers, mais c'était accès exceptionnel. Je vais passer rapidement là-dessus, sur les sponsors et les partenaires, pour vous parler donc de ce plan de transformation de l'économie française. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce plan, c'est quelque chose qui est né dans son concept au moment du début de la crise sanitaire, en mars 2020, où, comme tout le monde, on s'est posé la question du monde d'après. Mais on n'a pas voulu seulement apporter une réponse sur à quoi ressemble ce monde d'après selon nous, mais sur comment y parvenir concrètement. Alors pour nous, c'était l'idée de rassembler nos travaux existants, qui pouvaient être des travaux sectoriels sur les transports, sur le numérique. Ce sont des travaux qui ont eu beaucoup d'influence depuis, notamment sur ce sujet, sur le bâtiment, de les rassembler, de les compléter pour pouvoir vraiment définir un plan global de transformation au sens vraiment fort du terme de l'économie française. Alors, avec trois objectifs principaux pour nous. Donc, d'ici 2050, avoir une économie moins carbonée, typiquement objectif accord de Paris, décarbonation suffisante pour respecter les accords sur le climat, une économie plus résiliente, parce que le Shift Project, c'est la double contrainte carbone, c'est s'occuper du climat, mais s'occuper aussi de la diminution des ressources fossiles, et c'est un sujet tout à fait d'actualité. Et puis, troisième pilier de ce plan et de cette vision du monde d'après, de cette proposition concrète de comment arriver à ce monde d'après, c'est un monde d'après que l'on voulait absolument créateur d'emplois. La transformation bas carbone ne pourra se réaliser que si elle emporte l'adhésion de toutes et de tous, notamment en termes d'emploi, mais elle ne pourra se réaliser tout simplement qu'avec les bonnes ressources humaines pour réussir tout ce qu'il y a à faire, tout simplement pour réussir l'exercice au-delà de l'acceptabilité même sociale de la chose. Donc, pour revenir un petit peu sur cette idée de plan de transformation, pourquoi tant d'urgence? Alors, des choses que vous savez déjà, c'est juste quelques
Petit chiffre qui frappe toujours un petit peu les esprits. L'accord de Paris, c'est le plus possible sous les 1,5 degré de réchauffement d'ici 2100, avec des objectifs à 2050, mais c'est finalement l'objectif 2100. Le budget carbone 2 degrés, donc même un peu moins ambitieux que ça, c'est ne pas émettre en cumulé et en net plus de 1200 gigatonnes de CO2 d'ici 2100. C'est un budget carbone au sens de on n'a pas le droit de dépasser ces émissions cumulées dans l'atmosphère d'ici 2100 pour espérer un climat avec de bonnes chances qui reste sous les 2 degrés de réchauffement. Alors, si on prend les émissions de l'année 2015 au moment des accords de Paris, c'était 40 gigatonnes, donc 1/30 de ce total autorisé. Et donc, en 30 ans, d'ici 2045, on aurait épuisé au rythme actuel le budget carbone. Ça veut dire, concrètement, on va ajouter du carbone dans l'atmosphère après 2045, au-delà de ce qu'on peut s'autoriser. Donc, on va avoir un réchauffement garanti au-delà de 2 degrés. Donc ça, c'est pour quantifier un peu un problème dont on parle tous. Et c'est de l'ordre, du coup, une échéance de 30 ans, d'une trentaine d'années où il faut avoir drastiquement réduit ces émissions. Pour le ramener rapidement à l'échelle individuelle, parce que ça va parler tout de suite, j'espère, un budget carbone à 2100 qui nous permet d'être dans la neutralité carbone, ça veut dire ne pas ajouter de CO2 au-delà du budget autorisé, c'est 2 tonnes par personne dans le monde. Aujourd'hui, en France, on est à 10 tonnes. Et sur ces 10 tonnes, pour donner un aperçu rapide, très concret, la voiture, c'est 2 tonnes, c'est très significatif dans le bilan carbone individuel, moyen. La viande, quand on parle d'agriculture d'alimentation, sujet qui est extrêmement important en termes d'émissions, dont on parle de plus en plus, mais pas encore assez peut-être. Le gaz et le fuel, c'est pas une question seulement d'approvisionnement, même si c'est la question du jour, et ça va ensemble, c'est une question d'émissions très très forte, la construction aussi. Et puis, tout ce qui est achat a un impact fort, notamment les achats pour la maison, et des services publics qui nous bénéficient à tous, mais qui ont aussi leur propre impact carbone dont il faut s'occuper. C'est pas seulement les transports, le logement et le chauffage et l'agriculture. Alors la deuxième urgence, j'ai parlé climat, la deuxième contrainte carbone, la deuxième urgence, c'est la disponibilité en ressources fossiles, au premier rang desquelles le pétrole, qui est vraiment, c'est l'expression qu'on aime bien utiliser au Shift Project, le sang de notre économie, c'est vraiment ça qui fait tourner la mondialisation, pour le dire un peu caricaturalement, j'ai envie de dire. Or, ces ressources, comme toutes les ressources fossiles, sont finies, mais non seulement elles sont finies, mais elles sont assurées d'être en décroissance à un certain moment. Et ce moment, selon les dernières études disponibles, c'est d'ici 20 ans. D'ici 20 ans, on est quasiment condamné à déjà une non-croissance de cette disponibilité en pétrole, mais même une décroissance. Donc un fort risque d'exposition à des pénuries. Au-delà des questions de prix, tout simplement, on n'aurait plus assez de pétrole pour tout le monde si on ne réduit pas notre consommation. Donc, cette transformation bas carbone, elle est là pour répondre à ces deux problématiques, climat et pétrole, d'ici 20 ou 30 ans. Or, pour y répondre, il va falloir transformer des systèmes qui demandent du temps pour être transformés, qui ont de l'inertie, comme on dit, des parcs automobiles, des mix électriques, des tissus industriels et des tissus urbains, notamment. Et tout ça nous amène à la conclusion de comment répondre à la double contrainte dans les temps avec ce genre d'inertie. Eh bien, la conclusion simple, c'est il nous faut un plan. Il nous faut un plan, il nous faut bien sûr un plan concret, un plan échelonné et un plan qu'on va appliquer. Mais au-delà de ce concept général de plan, quels sont les ingrédients d'un bon plan, selon nous, pour arriver au triple objectif que l'on a fixé, et notamment, bien sûr, la partie contrainte carbone. Alors, l'impératif global, c'est de se placer, et c'est ça aujourd'hui qui revient dans la définition de l'économie, se placer dans les limites physiques de notre monde et donc de notre économie. Donc l'impératif global, c'est réduire les risques physiques, notamment la dépendance
aux fossiles, dont on vient de voir qu'ils sont amenés à être de moins en moins disponibles. Limiter l'exposition au risque de concurrence et de surexploitation des sols. Les sols, on peut vouloir les utiliser pour faire des biocarburants, pour dire on va décarboner nos liquides énergétiques pour remplacer le pétrole, mais on pourrait aussi vouloir planter plus de forêts ou développer notre forêt pour absorber le carbone, ou on pourrait, et peut-être il y a des besoins absolument nécessaires, c'est faire de l'agriculture. Donc, tous ces besoins sont en concurrence. Il n'y a pas de solution qui puisse donner toutes les ressources à une seule de ces thématiques, et il va falloir faire attention à la concurrence d'usage, notamment des sols, pour décarboner. Puis troisième point, on parle de volatilité beaucoup dans cette conférence, j'ai bien suivi, en tout cas l'intitulé. La question des matériaux, par exemple la voiture électrique, si on parle de voiture électrique, tout le monde en parle, la disponibilité en lithium, en cuivre. Concrètement, tout le monde va en vouloir en même temps, et la disponibilité au-delà des questions de mines et des conditions sociales d'exploitation des mines et environnementales d'ailleurs, il y a une question de volatilité. On y est exposé dès aujourd'hui. La volatilité de la disponibilité en matériaux, on la vit aujourd'hui. Il va falloir un plan, si on veut un plan sérieux, qui diminue notre exposition à ces trois risques physiques et donc qui se place dans cette zone de sûreté par rapport à ces risques physiques. Donc c'est ça la première chose globale que l'on a voulu faire avec le plan de transformation de l'économie française. Une fois cette contrainte globale donnée, on a défini 4 ingrédients principaux pour définir ce plan. Alors, je reviens sur toute cette méthodologie parce que ça va être important sur la lecture de ce que l'on propose du côté de l'emploi. Le sujet, c'est l'emploi ici, mais ça n'a pas de sens si on n'a pas expliqué ces prérequis sur notre approche. Il nous faut un plan avec quels ingrédients? Premier ingrédient, penser l'économie justement comme un ensemble de flux physiques et un ensemble de flux humains, de pilotage humain. Notre consommation de tous les jours, c'est finalement des matières qui sont transformées dans des usines par des personnes, avec le pilotage en tout cas au moins de personnes, transportées, finies éventuellement quelque part et puis transportées et déposées chez le client final. Penser l'économie comme ça va permettre de proposer des choses très concrètes, par exemple, sur la décarbonation du fret, du transport de marchandises. Si on pense notamment à la partie qu'on appelle le dernier kilomètre dans les livraisons de marchandises, on parle beaucoup d'e-commerce aujourd'hui, et la question de l'impact carbone des livraisons en ville, notamment de biens de consommation. Si on passe à la cyclo-logistique, c'est une économie, une efficience énergétique 10 fois supérieure. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on essaie de remplacer les camions, ou la plupart des camions, là où c'est possible, des camionnettes, par des vélos cargo? Eh bien, il va falloir se poser la question du nombre de kilomètres, du nombre de tonnes d'abord de marchandises qui sont livrées, du nombre de kilomètres parcourus par ces tonnes de marchandises, et en conséquence de combien de vélos il faudra, puisque un vélo peut transporter une certaine quantité à une certaine vitesse, et donc ainsi déduire le nombre de vélos, le nombre de personnes, le nombre de vélos qui doivent circuler, le nombre de personnes qui doivent pédaler et livrer, et le nombre de vélos à produire et de personnes qui pourraient produire ces vélos. Donc c'est une vision très très concrète de l'économie, plutôt que de parler, par exemple, contraste, uniquement d'euros, et donc finalement de ne pas savoir concrètement de quoi on parle. Il faut partir de ces choses-là pour arriver au résultat que l'on veut en termes de décarbonation et de réduction de la dépendance aux fossiles. Deuxième aspect pour nous d'un bon plan, c'est un plan qui a une vision systémique. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des questions de concurrence d'usage qui n'apparaissent que si on a cette vision systémique de l'économie. Alors par exemple, si on considère la question de l'hydrogène, la proposition de développer l'hydrogène pour décarboner l'économie, alors l'hydrogène vert, produit avec de l'électricité verte, il faut toujours remettre en contexte ces solutions ou ces propositions avec la finitude de nos ressources, et notamment la finitude de notre approvisionnement électrique. On en souffre aujourd'hui sans avoir même à produire d'hydrogène, sans même produire d'hydrogène. Mais si l'on voulait produire de l'hydrogène vert pour décarboner l'aviation, les transports,
un peu tout, et finalement, tout le monde en veut, on va se heurter à ce problème de disponibilité finie. Nous, chez Project, je passe rapidement pour y revenir, on a fait une analyse de où l'hydrogène serait le mieux utilisé. Dans les transports, c'est une efficience, un rendement énergétique qui est seulement de 1/4. Et des domaines dont on parle moins, ce sont la production d'acier et la production d'engrais. Donc, nous attribuons une production d'hydrogène qui viendrait d'une production additionnelle d'électricité, parce qu'encore une fois, il faut produire de l'électricité pour produire cet hydrogène, étant donné ce qu'on propose sur la production d'électricité. Donc, c'est tout ça, la vision systémique. Produire de l'hydrogène, ça veut dire produire plus d'électricité. Comment on produit cette électricité? Donc, on estime qu'on pourrait produire jusqu'à 20 TWh d'électricité supplémentaire à 2050, qu'on attribuerait en partie à la décarbonation de l'acier. Et l'autre partie, selon nous, ce qui serait le plus efficace, c'est la décarbonation de l'agriculture. C'est un exemple, mais ça montre qu'il y a des choix qui vont devoir être effectués sur la répartition des ressources. Et par exemple, l'avion à hydrogène, c'est peut-être bien sur le concept. Ça arrive peut-être un peu tard, ça fait partie de nos analyses. Et puis, est-ce que c'est là qu'il faut mettre l'hydrogène vert? Donc, c'est toute une question. Les engrais, on voit bien qu'on dépend aujourd'hui du gaz russe et des importations russes pour nos engrais. C'est peut-être une meilleure solution, pas que pour cette raison, mais en partie pour cette raison. Et toute cette question-là de vision systémique se pose bien sûr dans tous les domaines. Alors, il y a une question de coordination des acteurs, je vais passer un peu plus rapidement. C'est un peu vrai dans tous les cas, pour l'économie, pour toutes les choses que l'on doit faire pour transformer une économie. C'est une question beaucoup de coordination d'acteurs. Et cette coordination devrait être d'autant plus renforcée dans un plan comme ça, global, ambitieux, d'ici 2050. Et quatrième point, qui rejoint encore une fois très fortement la thématique de cet événement, c'est la gestion de l'incertitude. On ne prétend pas, au Shift Project, on ne prétend pas avec ce plan de transformation avoir prédit l'avenir. Ce qu'on prétend, c'est d'avoir une analyse selon les ingrédients que j'ai déclinés tout à l'heure qui permet de déclencher les transformations dans les bons ordres de grandeur, de réduire les émissions de carbone, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et on ajoute à cela une méthode de navigation qui va permettre, par rapport à ces objectifs, d'avoir une préparation, disons, à l'incertitude. Ça ne veut pas dire, encore une fois, prévoir, mais ça veut dire prévoir l'imprévu pour se dire, s'il se passe ceci ou cela, voilà la méthodologie pour agir et garder l'œil et les résultats sur les objectifs. Et tout cela, c'est donc le plan de transformation de l'économie française qui essaye d'y répondre. Alors, pour la méthode concrète, détaillée de ce que nous avons produit, je vais passer un petit peu rapidement, mais nous avons produit un certain nombre de rapports sectoriels, des rapports qui sont plus transversaux, comme celui que j'ai mené sur l'emploi, qui s'appuie sur les rapports sectoriels, donc en 2021 et 2022. Et puis, un livre qui résume un peu cette quinzaine de rapports de 200 pages. Donc, c'est de manière attractive. Donc, je vous conseille fortement la lecture peut-être de cet ouvrage pour commencer. Et qui donc décrit ce plan global de transformation de l'économie française. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, sur l'emploi, donc quelle est la place de l'emploi dans ce plan de transformation? L'emploi, alors quand on parle de l'emploi, c'est d'abord se poser la question de quels emplois. Donc, le périmètre sectoriel, c'est important d'y revenir, du plan de transformation, c'est une douzaine de millions d'emplois, retenons ce chiffre, et un peu moins de la moitié de la population active. Alors, notamment dans les secteurs classiques, quand on parle de décarbonation de l'économie, agriculture, industrie, construction. Et on l'oublie trop souvent, une partie des services, on n'a pas eu la possibilité, idéalement on aurait tout fait, mais de toucher à tout, mais on a touché un certain nombre de secteurs importants en termes de décarbonation dans les services. Alors, décarbonation en termes de leur impact de ces services en termes de carbone, mais aussi la possibilité pour ces services d'influencer la décarbonation du reste de l'économie. On parle notamment de l'administration publique, qui a ses propres impacts par les bâtiments qu'elle possède, etc. Mais aussi parce que, bien sûr, l'administration publique, c'est le pilotage de l'économie, en tout cas en partie.
et puis les secteurs de la santé et de la culture, qui n'est pas mentionné ici, mais qui est bien là, qui sont inclus dans ce périmètre. Une fois que l'on a dit ça, quelle est notre approche de cette problématique? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle de l'emploi dans la transformation bas carbone? Quel est le rôle des ressources humaines? On se pose tout d'abord la question par rapport aux transformations physiques qui sont proposées dans chacun des secteurs, hein, dans les rapports sectoriels, qu'est-ce que cela veut dire en termes de l'évolution de la demande de main-d'œuvre dans l'économie, notamment de la demande, de la variation par secteur et dans ces secteurs, à l'intérieur même de ces secteurs. Deuxième point, il s'agit d'identifier les besoins et les leviers d'adaptation de l'offre de main-d'œuvre. Alors la question, bien sûr, est-ce qu'il faut former pour répondre directement à la demande, c'est absolument essentiel et on pourra en discuter. Donc, l'approche ici est un petit peu différente de ce qui se fait aujourd'hui, assez différente, puisqu'on répond à la demande immédiate et là, il s'agit d'anticipation. Mais on pourra approfondir. Et puis, troisième point, la question du pilotage de tout cela. Évidemment, quelque chose d'aussi ambitieux, d'aussi long terme, ça doit se piloter. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être participatif, ça ne veut pas dire que ça doit être démocratique, mais ça doit se piloter. Ça doit se piloter à un niveau national et bien sûr, ça doit se piloter à un niveau territorial. C'est ce qu'on peut appeler le retour d'une vraie politique industrielle nationale, quelque chose qu'on a fait avec succès par le passé. Quelques points méthodologiques. Une fois qu'on a posé ce plan, quelques points méthodologiques importants encore à poser. Ce plan, c'est un plan. C'est un plan physique, ce n'est pas une prévision macroéconomique. Nous ne disons pas, si on fait la transformation bas carbone, voilà ce qui va se passer. On fait un plan, on propose des choses qui vont avoir, si on fait ces choses-là, tel ou tel impact, notamment ici sur l'emploi. C'est une réflexion qui lie nos usages, notre comportement à les services dont on dispose pour effectuer ces usages et la production de biens et services pour ces usages. Par exemple, l'automobile. Si on utilise moins l'automobile pour aller au travail ou pour aller faire ses courses, c'est un usage. Quels sont les services qui vont changer? Quels sont les niveaux de production qui vont changer? Donc, c'est vraiment une réflexion globale ou tout simplement même à l'hôpital. À l'hôpital, si on arrive à diminuer les flux physiques, qu'est-ce que ça implique sur l'industrie pharmaceutique? Donc, prendre en compte ces choses-là de manière globale et de manière liée à l'activité. Et puis, deuxième point, il s'agit ici d'emplois directs et indirects. On ne va pas faire, encore une fois, des prévisions macroéconomiques avec une boîte noire que je serai le seul à maîtriser. Il s'agit ici de choses assez simples que vous pourrez aller voir dans les rapports et vous faire vous-même une idée pour comprendre dans les grands ordres de grandeur quel est l'impact emploi des transformations proposées. Deuxième aspect méthodologique clé, la question de la productivité du travail. On a depuis la révolution industrielle, depuis surtout l'avènement du pétrole, une disponibilité et un usage de l'énergie de plus en plus important qui nous a permis notamment d'alimenter des machines. Ce n'est pas nous qui consommons le pétrole ou le gaz ou l'électricité qui sont produits. Et c'est cet usage accru de machines, si on simplifie un petit peu, qui a permis la croissance de la productivité du travail. Or, cet usage de la consommation, cette consommation d'énergie par personne a décru sur une tendance baissière au moins depuis les années 70, et avec elle, la productivité du travail croît de moins en moins vite. En fait, en tendance, et plus qu'en tendance sur la dernière décennie, on est plutôt proche de 0% de croissance de la productivité. Ça n'empêche pas que dans les trajectoires futures, les scénarios se basent toujours, les scénarios en l'occurrence, ce n'est pas les plans, nous c'est un plan, mais quand vous voyez des scénarios prospectifs, y compris sur le climat, on prévoit toujours 1,1%, c'est le chiffre exact, de croissance de la productivité sur les 30 prochaines années. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de ce chiffre, étant donné les contraintes énergie-matière que l'on vient d'évoquer rapidement?
Certainement, en tout cas, c'est ce que l'on se dit au Shift Project. Et une approche prudente pour nous, mais prudente au sens conservatrice et optimiste, c'est que alors optimiste, ça dépend comment on le voit, c'est une productivité de travail qui ne serait plus en croissance, mais qui serait constante. Et peut-être qu'on pourrait plutôt penser au risque d'une productivité du travail qui serait en décroissance. Et dans ce contexte-là, cet aspect de réflexion et d'anticipation sur les compétences et sur les ressources humaines est d'autant plus importante. Les compétences vont avoir un rôle de plus en plus important dans un monde bas carbone avec moins d'énergie. Ces préliminaires étant faits, j'espère que je ne suis pas trop en retard, mais je plonge dans l'anticipation de la demande de main-d'œuvre, donc l'évolution de la demande de main-d'œuvre par rapport au plan de transformation que nous proposons. Donc d'ici 2050, si on se concentre sur les secteurs où on anticipe le plus de mouvements, et donc ce sont les secteurs primaires et secondaires notamment, donc on n'anticipe pas forcément de volume, de changement de volume dans les services. On a des propositions, on anticipe des besoins de modification en compétences, en organisation, que ce soit dans l'administration publique, dans la santé, pas forcément des variations en volume d'emploi. Par contre, dans les secteurs d'agriculture, habitat, industrie de la mobilité, des services de transport qui vont autour, c'est-à-dire à peu près 4 millions d'emplois aujourd'hui, on anticipe une augmentation nette d'environ 300 000 emplois. Donc, c'est la petite hausse que vous voyez sur la barre de droite par rapport à la barre de gauche. Mais cela cache des contrastes extrêmement importants. Alors, j'ai déjà mis ça à l'écran, des pertes d'emplois, bien sûr, dans les secteurs les plus carbonés et qui vont devoir se décarboner. On peut citer notamment l'industrie automobile, on y reviendra, de l'ordre de 300 000 emplois sur les 4 millions. Et dans l'autre sens, plus d'1 million de créations d'emplois, donc au total 800 000 emplois détruits dans les secteurs qui devront détruire de l'emploi, qui devront se décarboner. Et dans l'autre sens, plus d'1 million de créations, donc pour arriver aux 300 000 nets, notamment dans l'agriculture, notamment dans tout ce qui tourne autour du vélo. Donc, on parlait du fret de vélo tout à l'heure, de l'industrie qui est autour et de la réparation et de tous les services qui sont autour du vélo. Et puis, sujet plus classique quand on parle décarbonation, la rénovation énergétique du bâtiment avec une centaine de milliers d'emplois là aussi. Alors, je vais y revenir en détail, mais en fait, ce qui est important ici, c'est vraiment de comprendre que la décarbonation de l'économie, c'est forcément des transformations qui impliquent des destructions d'emplois dans un certain nombre de secteurs et des créations, mais de manière assez massive. Il va falloir anticiper, il va falloir accompagner et il va falloir piloter tout cela. Pour revenir un petit peu secteur par secteur, pour un peu comprendre comment ce graphe précédent a été construit, c'est pas, encore une fois, un modèle macroéconomique complètement abscon, c'est comprendre simplement les besoins de transformation dans une approche systémique, donc encore une fois dans nos usages, lier nos usages à la production, lier la production à l'emploi. Si on prend l'exemple de l'industrie automobile, ce que l'on dit, comme beaucoup de gens, c'est qu'il faut diminuer l'usage de la voiture, mais de combien faut-il le diminuer pour réduire les émissions de carbone? Quel sera l'impact de l'électrification et dans quelles conditions on ferait cette électrification? Est-ce que c'est du gros SUV toujours électriques ou est-ce que ce serait des petites voitures légères, voire des mobilités plus légères encore? Quand on fait toute cette analyse, on arrive à une conclusion de notre côté pour atteindre l'objectif de, à minima, un tiers et même un peu plus d'un tiers de baisse de l'usage de l'automobile. À cela s'ajoute, en termes de main-d'œuvre, un moindre besoin en main-d'œuvre pour fabriquer des véhicules électriques. Et on aboutit, avec ces deux éléments, à une baisse, alors pardon, je suis allé un peu vite, une baisse de l'emploi. Donc, si on part de la barre de gauche, qui est l'emploi actuel dans l'industrie automobile au sens large, la construction et l'amont de la construction automobile perdraient au total de l'ordre de 200 000 emplois du fait de cette baisse des usages et de l'électrification. Ce dont on parle moins, c'est l'aval, c'est la réparation automobile notamment, mais aussi la vente. De la même façon, la baisse des usages implique mécaniquement une baisse du volume de réparation nécessaire, de vente nécessaire, et donc de personnes qui travaillent dans ces domaines. A fortiori, l'électrification a un impact encore plus important sur l'entretien. L'entretien de véhicules électriques, c'est 60% de main-d'œuvre en moins, et donc un impact extrêmement significatif
sur l'aval de la filière qui fait qu'on a à peu près 180 000 emplois de moins, et donc 400 000 à peu près en brut au total. Alors oui, on fait des propositions de relocalisation de la production de batteries, du développement des installations de recharge et des services autour. On a un impact net tout de même à la fin de l'ordre de 300 000 emplois perdus. Je vais passer un peu plus vite sur l'exemple suivant, même s'il est important, l'agriculture-alimentation. Donc, chiffre surprenant, plus 500 000 emplois dans l'agriculture. Aujourd'hui, on parle toujours d'exode rural, alors que cet exode, il date déjà de très longtemps. Petit chiffre global, donc 500 000 emplois, à peu près 500 000 emplois nets, selon nous, pour décarboner l'agriculture. Donc, un besoin supplémentaire de main-d'œuvre pour décarboner l'agriculture, notamment dans la production. Plus 500 000 emplois, c'est revenir au niveau des années 90. Donc, c'est pas revenir à la préhistoire ou même au Moyen-Âge. Ça va demander beaucoup de main-d'œuvre dans le maraîchage, puisqu'il faudra relocaliser le maraîchage pour arriver aux objectifs de décarbonation du secteur. Il va falloir revenir à des pratiques agroécologiques, moins d'engrais pour pouvoir les décarboner avec l'hydrogène qui sera disponible, notamment. Et donc des surfaces plus petites, mais avec plus de personnes pour s'en occuper et moins de tracteurs. La diversification des producteurs pour produire à la ferme, avoir plus de valeur ajoutée et faire moins de transport de marchandises, de biens de consommation agricole. Et dans l'autre sens, quelques pertes dans l'industrie agroalimentaire, notamment sur la partie animale, et dans du fait de la baisse globale de volume transporté et de diminution des engrais. Au total, on reste à un besoin dans l'agriculture qui va fortement augmenter, qui devra fortement augmenter. La question, c'est maintenant où trouver, bien sûr, cette main-d'œuvre. Dans le logement, rénovation énergétique du bâtiment, on fait aujourd'hui un remplacement de fenêtres par-ci, un comble rénové par-là. C'est pas suffisant. Il va falloir passer à des rénovations globales et performantes. Il va falloir réallouer cette main-d'œuvre qui travaille sur les petits gestes vers des rénovations performantes. Et il va falloir, malgré cette réallocation, encore 100 000 emplois de plus. Donc, c'est ça, ce résultat, pour arriver à un objectif d'1 million de rénovations par an, pas parce que ça sonne bien, mais parce que ça permet d'atteindre, encore une fois, par le calcul, les objectifs de décarbonation du logement. Ça ne suffira pas. Il va falloir réduire le nombre de constructions neuves et donc des emplois perdus à la clé. On propose de ne le faire qu'à partir du moment où le nombre de nouveaux ménages sur le marché va commencer à diminuer. Et donc, au final, on a un impact sur l'emploi qui, malgré les emplois créés en net dans les nouveaux matériaux biosourcés, bois, un impact net de perte d'emploi 80 000, environ 80 000 ETP, je n'ai pas expliqué, équivalent temps plein, donc des emplois équivalents temps plein, 80 000 emplois perdus à peu près dans le secteur du logement. Donc, on a fait, encore une fois, c'est un plan de transformation de l'économie française sur tous les secteurs que j'ai mentionnés. Il y a un certain nombre d'autres secteurs on l'a vu tout à l'heure, avec des pertes et des gains d'emploi. Je passe rapidement ici, mais bien sûr, il faudra plus de ferroviaires, moins d'avions. Vous avez peut-être vu passer l'interview du PDG d'ADP, Aéroport de Paris, qui dit en substance, bien sûr qu'il va falloir modérer le volume de transport en avion et que c'est pas ça qui va nous empêcher de tourner. Donc la mentalité change dans ce domaine, mais c'est clairement une menace sur l'emploi aérien, à l'inverse du ferroviaire. Dans le fret, passer du routier au train sur longue distance et à la cyclo-logistique sur courte distance. Et puis des impacts encore à quantifier sur la question du recyclage, de la réparation, malheureusement encore assez naissant. Et puis dans le secteur de l'énergie, il y a des arbitrages importants à faire avec des impacts très variables. Voilà, on n'a pas les chiffres ici, mais c'est des choses dont on pourrait reparler. Sur la partie, alors ça c'est un peu, c'était la vision globale sur l'évolution de la demande de main-d'œuvre en fonction des propositions de décarbonation. Qu'est-ce que l'on propose pour répondre à cela? Qu'est-ce que l'on propose pour répondre à cela, pour accompagner la transformation de l'offre de main-d'œuvre? Et c'est dit de manière assez raccourcie ici. On pourra en discuter encore une fois sur l'approche et la perception individuelle, notamment et le rôle de l'individu et de son orientation.
Mais globalement, comment accélérer, accompagner la transformation de l'offre de main-d'œuvre pour répondre à ce changement de la demande? Nous avons fait des analyses secteur par secteur. Vous pourrez trouver ça dans le rapport sur l'emploi qui contient des fiches sectorielles. De manière transversale, les principaux leviers qu'on a identifiés, c'est les enjeux de compréhension des enjeux énergie-climat. Ça paraît évident, mais en fait, ce n'était pas forcément évident de se dire ah ben oui, c'est tout le monde qui doit être formé. En fait, c'est vraiment évident, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça va permettre de soi-même se positionner individuellement, mais aussi de discuter, d'échanger, de construire un futur de l'emploi, que ce soit à une échelle entreprise, à une échelle plus globale. Une question d'évolution des pratiques agroécologiques. L'agroécologie, c'est d'abord une question de pratique. Un agriculteur aujourd'hui, dans l'agriculture traditionnelle, a la technique nécessaire pour faire l'agroécologie. Par contre, c'est un changement de pratique. Donc, il ne s'agit pas seulement de former à des techniques particulières ou à des technologies particulières, mais c'est une question d'évolution de pratique sur laquelle il faut se concentrer. Et puis, malgré tout, des problèmes de développement de nouvelles compétences. La soudure. La soudure est une des compétences qui a un petit peu disparu du paysage. Et on s'en aperçoit aujourd'hui dans le nucléaire, qu'on soit pour ou contre. Ça nous pose des problèmes et c'est nécessaire pour développer l'industrie du vélo, c'est nécessaire pour le ferroviaire. Donc, ce sont des compétences nouvelles dans le sens où elles ont largement disparu et qu'elles sont assez spécialisées par secteur. 3 leviers transversaux pour répondre à ces besoins. Intégrer cette réflexion prospective sur l'emploi qu'on vient de parcourir rapidement dans les exercices de prospective sur l'emploi et les compétences qui se font au niveau des entreprises, qui se font au niveau des branches. C'est se concentrer sur l'offre de formation avec de l'anticipation. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de chauffeurs routiers aujourd'hui qu'il va falloir se précipiter sur la formation de chauffeurs routiers, alors qu'on sait que ce métier est condamné à court terme, à moyen terme au mieux, si on veut vraiment décarboner notre économie et garder un climat acceptable. Et sans parler de la disponibilité en pétrole. Dernier point important, soutenir la demande de formation. Il ne s'agit pas de changer seulement l'offre, de l'adapter en volume, en qualité. Il faut penser à la demande. Il y a le compte personnel de formation aujourd'hui. On peut discuter de son allocation. Il y a la question des TPE-PME. On parle beaucoup des grandes entreprises en France, pas assez des petites entreprises, et de comment les inciter à rentrer dans des mécanismes de formation. Donc nous avons diverses propositions là-dessus, sur les appels d'offres dans les grandes entreprises, sur la réglementation, bien sûr, et puis bien sûr sur les incitations à apporter. Dans tout ça, finalement, une question essentielle que je vais évoquer rapidement, question des reconversions. On a vu des transferts, des mouvements dans les secteurs, on a vu des mouvements, il va y avoir des mouvements finalement entre secteurs forcément, puisque certains vont croître, d'autres vont décroître. Quelles passerelles sont possibles et comment les accompagner? Déjà, un premier point, c'est de visualiser un petit peu à la bonne échelle ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On a essayé d'identifier, par exemple, des passerelles entre secteurs relativement proches. On peut parler de l'industrie automobile et du vélo. L'industrie du vélo, si on fait les choses bien, ça peut absorber une partie des emplois de l'industrie de l'automobile. La réparation vélo, c'est en proportion un nombre d'emplois qui est proche finalement en ordre de grandeur des emplois qui seraient perdus dans la réparation automobile. Deuxième exemple, donc ça c'est toujours à 2050, donc on retrouve le graphe sur l'industrie automobile de tout à l'heure auquel j'ai rajouté celui sur le vélo, je passe un peu rapidement. Un autre graphe un peu complexe, vous m'en excuserez, sur le logement. Si on réfléchit à la question de l'augmentation de la rénovation énergétique et de la baisse de la construction neuve, on peut penser trajectoire. Alors, sans rentrer dans le détail de ce graphe, c'est en gros se dire, oui, il va falloir réduire dans l'un, augmenter dans l'autre. Est-ce qu'il y a des passerelles? Pour quel métier spécifiquement il y a des passerelles? Combien de personnes cela concerne? Combien de personnes sortent du secteur pendant cette période de temps? Combien de personnes rentrent par la formation? Et finalement, en net, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Plus de formation à quoi? Plus d'accompagnement, mais d'accompagnement à quoi? De quoi vers quoi? Et dans quel volume? Et ça permet, quand on a un plan concret et global,
de faire un accompagnement à la bonne échelle et au bon niveau. Il y a un frein qui reste important, celui de l'attractivité des nouveaux secteurs vers lesquels il faudra aller. Je vais passer rapidement là aussi pour ne pas finir trop tard. Mais donc, il y a des enjeux, bien sûr, d'attractivité dans un certain nombre de secteurs. On peut parler de l'agriculture en particulier, où ça ne paraît pas évident à tout le monde aujourd'hui, y compris à moi. Mais il va falloir réfléchir à comment redonner de l'attractivité à ces secteurs pour qu'on puisse faire sa transformation. Il y a la question de l'automobile. L'automobile aujourd'hui, ça attire toujours par la technologie, mais ça risque de ne pas durer si la transformation bas carbone n'est pas crédible. Rapidement, quelle politique économique pour répondre et pour piloter tout cela? Quand on parle politique économique, on parle beaucoup politique nationale, on parle du président, on va parler du gouvernement, des députés. Nous sommes tout à fait conscients au Shift Project que beaucoup de choses se passent dans les territoires et de plus en plus, et l'essentiel se passe même dans les territoires en termes de relations humaines et de construction de l'avenir. On a pris un exemple qui nous a plu parce que c'est finalement rassurant qu'il y ait une petite répétition, une petite réplication de ce que l'on propose à l'échelle nationale à un niveau local, et ça existe déjà, donc on n'a rien inventé, mais c'est tant mieux. Dans le Cambrésis, l'organisation de la rencontre de l'offre et de la demande de main-d'œuvre pour la rénovation du bâtiment en fonction d'objectifs fixés collectivement, en fonction d'envie des chômeurs ou de gens qui veulent se reconvertir d'un côté, d'envie, d'objectifs du côté des entreprises. Comment on se met autour de la table, autour d'un objectif partagé, comment on discute et comment on construit de manière opérationnelle quelque chose qui va marcher plutôt que chacun dans son coin et on n'arrive finalement jamais aux objectifs ni des uns ni des autres. Deuxième exemple, celui du ferroviaire, donc plus dans l'industrie dans les Hauts-de-France, qui concentre l'essentiel de l'industrie. Alors une industrie qui, comme beaucoup, se compose de différents niveaux. Il y a l'exploitant final, l'acheteur, c'est la SNCF essentiellement aujourd'hui. Il y a les constructeurs, aujourd'hui l'essentiel c'est Alstom qui a absorbé Bombardier. Mais finalement, les 2 tiers de l'emploi, c'est chez les sous-traitants. Donc, comment les territoires ont un rôle, pourquoi les territoires ont un rôle dans l'appui à l'emploi chez ces sous-traitants, comment les territoires peuvent accompagner ces sous-traitants et l'emploi dans la transformation qui se prépare. Donc, c'est toute la question de cette étude de cas que je vous invite à aller consulter. Et puis finalement, si on reprend les choses dans leur ensemble, c'est tout de même une politique industrielle nationale et territoriale, mais c'est une politique industrielle qui doit être moderne, qui doit apprendre de certaines erreurs du passé, mais aussi de certaines réussites, notamment dans l'après-guerre. On n'avait justement pas de pétrole et pas assez pas assez de matériaux. On manquait de tout et on a organisé la reconstruction de manière résolue et moderne à l'époque. C'est quelque chose qu'il faut répéter. Il faut fixer de nouveaux objectifs. La croissance du PIB, c'est un lieu commun maintenant, presque, mais ça ne peut plus être l'alpha et l'oméga. Il y a une recomposition massive du système de production à opérer, on en a parlé en détail. Et il y a ce besoin de maintenir le cap, et de maintenir le cap sur le temps long, notamment en termes de décarbonation. Et tout cela, cela demande un pilotage économique plus clair et plus participatif. Plus clair, plus directif dans un certain sens finalement, mais aussi beaucoup plus participatif parce qu'il ne pourra rien se passer sans discussion, sans négociation et sans adhésion. Et on pourrait même opposer la politique économique des dernières décennies à cela, puisque on s'est focalisé notamment sur les grandes entreprises, on s'est focalisé sur les exemptions fiscales, la compétitivité coût, avec des résultats plutôt décevants, sinon même contradictoires avec les objectifs. Et c'était un peu le chacun pour soi, et notamment les plus gros, et en aidant les plus gros. L'alternative, je caricature un peu, mais l'alternative, c'est de se focaliser, que l'on propose, c'est de se focaliser plus sur le tissu de PME, TPE-PME, qui va permettre de manière beaucoup plus flexible de cette recomposition de l'économie que nous appelons. C'est la conditionnalité environnementale des aides. Par exemple, après la crise sanitaire, nous avons fait des propositions très concrètes sur la conditionnalité des aides au secteur aérien et automobile. Et puis, c'est cette focalisation sur les compétences, l'investissement dans l'humain,
dans les compétences, dans la capacité à créer des choses nous-mêmes plutôt que de devoir dépendre de choses qui sont de moins en moins disponibles et de la mondialisation qui est amenée à fortement se réduire. Et puis le pilotage, la question du pilotage, nous avons eu un commissariat au plan qui a très bien marché. Nous avons de nouveau un commissariat au plan depuis quelques années, mais plutôt en nom qu'en pratique. Le secrétariat général à la transition écologique a été créé récemment. Nous avions appelé de nouveau une structure de cette forme, ou en tout cas de cette approche. Mais est-ce suffisant? Comment aller plus loin? C'est la question qui va nous occuper en partie à l'avenir pour mettre en œuvre, pour faire en sorte que ce plan de transformation puisse être mis en œuvre de manière systémique et collective. Voilà, j'ai été un peu vite, je suis désolé, je vous remercie et voilà quelques références pour approfondir cette présentation et puis à tout de suite pour la discussion. Je ne vous entends pas, je ne sais pas si… Oui, voilà. Merci Monsieur Salman. Je vais tout de suite faire une petite parenthèse. On va revenir tout de suite évidemment à notre sujet, mais une parenthèse pratique puisque nous enchaînons juste après votre intervention sur des ateliers. Et donc on a pris un peu de retard et donc je vais vous annoncer que les ateliers qui étaient prévus à 11h30 sont décalés de 30 minutes. Ils vont commencer à midi. Bon, déjà un peu plus tard que prévu encore, mais après. Alors pour ceux qui enchaînent les ateliers, il faudra vous trouver un moment. On verra pour l'instant. Il sera difficile de maintenir les ateliers à mon avis qui étaient prévus à 14h à 14h. Mais là, on va voir comment on peut s'organiser. Mais en tout cas, les 5 ateliers d'11h30 annoncés sur votre programme sont bien mis à midi. Sur le programme, il y avait une coquille sur les ateliers de l'après-midi. Ils sont bien tous alignés à 14h. On verra si ça sera 14h30. Mais c'était peut-être prémonitoire parce qu'il y avait une coquille qui annonçait les ateliers de l'amphi A et l'amphi B à 14h30. Bon. Mais ce sont bien à chaque fois des ateliers d'1h30. Voilà pour le détail technique. Les inscriptions aux ateliers ont été ouvertes en ligne. Des panneaux d'affichage sont présentés ce matin dans le hall. Donc vous pouvez consulter, retrouver votre nom. Si vous avez eu une envie de changement, vous pouvez barrer votre nom. Ça libère une place, mais bien sûr, vous mettez votre nom ailleurs. Ce sont les personnes qui animent les ateliers qui vont gérer ça, selon la jauge qui est définie. Nous avons des salles spacieuses, mais des ateliers sont vraiment conçus pour des tout petits groupes. Donc, voyez ça sur le tableau, s'il est encore possible. Je ne peux rien vous promettre. Voilà, merci. Monsieur Salman, oui, vous êtes toujours connecté avec nous. Donc, avant de passer, oui, très bien, merci. Donc, avant de passer la parole à la salle, parce qu'on a prévu ce temps d'échange, je vais vous faire 2 petites remarques, enfin, en tout cas, 2 remarques spontanées sur lesquelles vous pourrez rebondir. C'est une préalable. Vous avez, même si le thème de notre séminaire est donc penser l'avenir dans un monde incertain, la notion de l'incertitude nous préoccupe. Finalement, quand on se penche sur la question de l'environnement, comme le disait Sylvia Missy hier dans son discours d'ouverture, on a plutôt une certitude, c'est que les ressources s'épuisent. La seule incertitude, finalement, c'est la durée. C'est-à-dire que c'est certain, ça va arriver, mais ce n'est pas tout de suite et c'est loin. Et donc ça installe cette insouciance. D'ailleurs, Patrice Huer, l'intervenant précédent, le disait, cette génération, alors certes, certains sont éco-anxieux, mais d'autres se disent, bon, de toute façon, le monde va à sa perte, donc vivons le monde présent, carpe diem. Et puis bon,
indépendamment de cette évolution de l'environnement sur laquelle on est alerté quand même depuis des décennies et pour laquelle on commence à en avoir des effets, donc quelque part peut-être que c'est ça qui nous fera bouger. Malgré tout, cette notion d'insouciance, on l'a toujours trouvée. Les psychologues de l'éducation nationale qui étaient, il n'y a pas encore si longtemps, conseillers d'orientation psychologue et donc qui travaillent encore sur la question de l'orientation et des métiers, et ce sera ma deuxième remarque, ont toujours eu en phase 2 des adolescents qui ont du mal à se projeter à un horizon parfois simplement de quelques mois. Et aujourd'hui, on le voit, un projet qui peut être couché sur le papier au mois de juin peut être remis en question au mois de septembre, parce qu'entre-temps, on ne voit plus les choses de la même manière. Donc ma deuxième remarque, finalement, c'est parce qu'on voit bien que là, il y a beaucoup de choses à organiser. Ce plan de transformation passe par l'emploi. Et alors, vous êtes un think tank vous vous dites clairement, qui a un rôle d'influence. En tant que psychologue de l'éducation nationale qui recevons des jeunes, on peut considérer qu'on a une influence auprès d'eux. Disons qu'on a plutôt une méthode qui va nous permettre de poser avec eux les éléments qui vont être importants pour qu'ils fassent leur choix dans la plus grande autonomie possible. Bien souvent, d'ailleurs, la confusion vient sur le fait qu'on compte sur ce qu'on va encore appeler les conseillers d'orientation pour faire de la gestion de flux, pour pousser les jeunes à se tourner vers les métiers en tension, comme s'il suffisait de dire à quelqu'un « là, c'est un bon métier pour toi, donc tu vas y aller ». Donc ce travail, finalement, d'influence, il n'est pas aujourd'hui presque autorisé. Il peut se tenir ce discours, mais il n'est pas organisé. Monsieur Guichard, aussi présent, nous rappelait hier après-midi que l'orientation, c'est politique. Et effectivement, aujourd'hui, on a de l'éducation à l'orientation, mais pas de l'éducation à l'environnement ou de l'éducation, même si on pourrait glisser un message sur des éco-gestes, ça, il n'y a personne qui nous en fera le reproche, mais tenir un discours sur des métiers qui aura un impact sur l'environnement beaucoup plus lourd que d'autres, et on sait qu'ils existent, en mettant en garde les élèves que nous recevons ou ceux à qui on s'adresse, c'est non seulement pas unanime, mais on pourrait presque aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, malheureusement, nous en faire le reproche. Donc c'est une difficulté à laquelle on est confronté. On ne peut quelque part pas véritablement bouger tant qu'une véritable politique soit mise en place. Vous avez parlé, il faut des politiques territoriales et nationales. Et actuellement, les choses bougent, des choses sont annoncées, mais elles ne sont pas encore clairement appliquées. Donc je ne sais pas si vous êtes souvent interpellé sur cette question, mais on va dire que pour nous, c'est celle à laquelle on est directement confronté. Très bien, merci. Mais oui, quelques réactions par rapport à ces éléments. La question de l'incertitude versus les certitudes. Ah oui, on a la certitude et en fait depuis très très longtemps. Alors déjà sur les limites physiques de notre monde. Alors ça c'est les années 70. Le rapport sur les limites de la croissance, des rapports de Rome. Il y a bien sûr les travaux du GIEC depuis déjà quelques décennies également. Donc là, le réchauffement, à la fois les limites en ressources et le réchauffement climatique en fonction de ce qu'on met dans l'atmosphère, ce sont des certitudes. Ce qui est une certitude aussi, c'est même de plus en plus, c'est le degré de réchauffement en fonction de ce qu'on met dans l'atmosphère, à quelle vitesse on le met, etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a des incertitudes croissantes qui vont avec ces certitudes. C'est-à-dire que quand vous avez de moins en moins de ressources fossiles, notamment pétrole, mais bien sûr gaz, parce que ce n'est pas qu'une question de guerre aujourd'hui, c'est aussi une disponibilité en gaz qui va être de plus en plus contrainte, comme le pétrole, même avec un peu de retard. Vous allez avoir de plus en plus d'incertitudes sur votre approvisionnement, de manière très concrète, en tant qu'économie, en tant que des industries qui fonctionnent, autant que tout simplement un citoyen qui se chauffe au gaz. Il va y avoir de plus en plus d'incertitudes sur ce point-là. Et de la même façon sur le climat, c'est-à-dire qu'un climat qui se réchauffe, c'est un climat qui devient de plus en plus incertain. Ça aussi, c'est une conclusion très claire du GIEC. Et donc, on va avoir des événements climatiques qui vont être de plus en plus incertains. Malheureusement, ce qui fait remonter encore la préoccupation aujourd'hui, malgré ce que vous disiez sur le fait de se dire c'est encore loin, donc je m'en préoccupe pas. Même si on peut se dire aussi de toute façon c'est mort, donc je m'en préoccupe pas. Mais c'est surtout le premier élément pour l'instant. Il y a des manifestations de plus en plus immédiates. En fait, c'est même plus un futur, mais l'incertitude de notre climat, elle devient de plus en plus importante. Alors, ce qu'on espère au Shift Project avec ce plan, mais de manière générale, avec ce que l'on propose, c'est de dire
au-delà des discours et au-delà de prononcer le mot vert ou de prononcer le mot éco quelque chose un certain nombre de fois dans un discours, c'est d'essayer d'objectiver le problème qui est en face de nous au mieux possible, encore une fois, je ne prétends pas qu'on ait la réponse ultime et la réponse parfaite, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'objectiver le problème et d'objectiver les réponses en termes physiques. Ça n'empêche pas qu'il y a toute une politique à mettre en place au sens large derrière et qu'il y a de la politique derrière, que tout, comme vous le disiez, tout est politique. Ça, c'est pas notre sujet directement. En tout cas, on est apolitique et je veux insister là-dessus en termes électoraux ou autres ou approchants. Mais voilà, on essaie de se dire, en tout cas nous à l'intérieur, on se dit ça, on est éco-anxieux aussi, je vous le dis, mais on essaie de soigner cette éco-anxiété et d'aider les autres à la soigner en apportant des solutions concrètes. Alors des solutions, le mot solution n'est peut-être pas le mot le plus approprié, en tout cas on l'aime pas trop, mais des approches, des objectivations et des réponses sur la manière d'agir et de manière la plus concrète possible. Qui aide à croire et à penser même et à agir pour une décroissance des émissions de l'ordre de ce qu'on s'est engagé à faire, qui pour beaucoup, encore une fois, comme vous le disiez, est impossible. Mais qui, selon nous, est possible, et c'est ce qui est dans ce bouquin. Donc voilà. Donc on essaie de proposer qu'est-ce que ça veut dire arriver concrètement à ces résultats. C'est très ambitieux, c'est très complet, mais c'est possible et on essaie d'avancer avec ça et d'influencer le maximum d'acteurs par rapport à ça. Sur la vision à court terme, alors je vous rejoins complètement, que ce soit vision à court terme des jeunes, mais parce qu'il y a la vision à court terme des entreprises aussi derrière, et une habitude, disons, de réfléchir comme cela. Ce qu'on peut essayer ce qu'on essaie aussi d'apporter avec les travaux du Shift, notamment sur l'emploi, c'est que ce soit pour ceux qui demandent, les jeunes ou les gens qui travaillent, qui veulent se reconvertir, c'est une vision de long terme sur qu'est-ce qui est, alors durable, c'est plus le mot, qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui va perdurer dans un monde même bas carbone, qu'il soit forcé parce qu'on n'a plus de pétrole et de gaz, ou qu'il soit organisé. Alors nous, on a la version organisée qu'on propose, ce qu'on dit là, c'est en essayant de l'organiser. Mais ça permet, on espère aussi, d'orienter des choix individuels. Aux entreprises, on leur dit faites gaffe, vous vous rendez pas compte, mais le climat et l'énergie, non seulement le climat, mais l'énergie, et ça vous concerne très directement, et le climat, ça va vous concerner de plus en plus aussi pour vos clients de diverses manières et vos fournisseurs. Mais pour les individus, c'est aussi ça, c'est de dire essayer d'orienter les gens vers des compétences qui les rendent maîtres de nouveau de leur avenir. En tout cas, au sens large, on n'est pas on compte sur, on sait que ce sont plutôt des gens comme vous qui font le vrai travail sur le terrain, mais on espère éclairer un petit peu, si on peut le faire au moins un petit peu, ce travail-là par la vision de long terme sur la réalité physique de l'économie, sur des choses qui sont, je reviens à votre mot initial, certaines, inexorables. Et donc de redonner, on espère, cette vision d'avenir. Peut-être un point sur lequel je veux insister, dans ce que j'ai raconté, si on regarde, déjà, on parle pas beaucoup on n'a pas beaucoup parlé là, dans ce rapport d'emploi des métiers du supérieur, des ingénieurs, des commerciaux, etc. C'est 20% seulement des actifs, il faut le dire. Donc on parle beaucoup des autres, de ce dont on parle moins en général, et c'est beaucoup une question de revenir vers les métiers manuels. C'est beaucoup une question finalement de sortie pas de sortie, mais de refocalisation sur les métiers manuels, que ce soit de l'agriculture, de l'industrie. Et à contrario, pour les métiers du supérieur, donc on a des rapports sur l'enseignement supérieur, comment insérer le climat dans l'enseignement supérieur. Et là, il s'agit vraiment de réallouer ces ressources-là, de ces élites-là, j'ai envie de dire, vers penser l'économie et l'ingénierie dans un monde contraint. C'est allouer ces ressources intellectuelles, notamment vers organiser ça. Voilà, c'est un peu notre approche. Alors, on peut vous préciser qu'on forme encore au métier manuel et au métier de la soudure. Simplement, ils n'intéressent pas beaucoup.
Et il faut les jeunes adolescents, collégiens, ils existent encore ces formations diplômantes. Il y a des opérations de sensibilisation à ces métiers, puisque alors ils portent des noms compliqués à comprendre, et puis il y a cette vieille image de l'industrie qui pèse, mais des métiers qui ont beaucoup évolué, qui sont bien payés aujourd'hui, des arguments qui sont présentés, mais qui ne sont pas toujours le levier de choix de nos élèves. Je vais passer tout de suite. Alors, s'il y a une question, quelqu'un est prêt. Voilà. Merci. Une petite dernière réaction à ça. Oui. C'est que là, vous avez remarqué, je ne parle pas de métier vert. Et je pense que dans la motivation des jeunes, c'est arriver à faire rentrer par ces messages l'idée que les métiers verts, c'est pas forcément travailler sur les éoliennes. Ce sont des métiers comme la soudure et des métiers industriels qui sont partout, ou de l'agriculture qui sont qui sont tout dépend pas ce qu'on fabrique avec les matériaux. Ils sont verts parce qu'ils permettent de décarboner. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer des panneaux solaires ou des éoliennes. Donc ça peut être, j'espère, une motivation supplémentaire. Oui, bonjour. J'ai bien apprécié vos propos. Le Monde sans fin de Jean Covici que vous présentez, il est dans les CDI. Je vous le recommande, notamment si vous aimez les BD, parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres, et là, je trouve que ça m'aide beaucoup à me rendre compte un petit peu de la situation. Je voulais vous poser la question des think tanks comme le vôtre, qui existent. Existe-t-il aux États-Unis? Existe-t-il en Asie? Existe-t-il voilà. Et eux, quelles conclusions, quelles solutions ils préconisent? Quelle est leur manière de voir? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des différences? En quoi elles sont liées, etc. Alors, à notre connaissance, il n'existe pas l'équivalent exact du Shift Project, même s'il y a bien sûr beaucoup de think tanks qui travaillent sur la question climatique. Je ne saurais pas les citer, mais ça me paraît assez évident. Par contre, l'équivalent Shift Project, on n'en a pas trouvé, alors on n'a peut-être pas assez cherché, mais il ne me semble pas, parce que je vais vous dire, notre objectif au départ, le Shift Project, c'est un think tank à visée européenne. Alors, peut-être pas mondiale, mais au moins à visée européenne. On n'a pas forcément trouvé d'équivalent parce qu'on aimerait faire des partenariats et pouvoir travailler ensemble sur ces sujets. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a, par exemple en Angleterre, un haut commissariat, l'équivalent du haut commissariat au climat chez nous. D'ailleurs, on s'est inspiré des Anglais, qui lui est doté, donc le commissariat anglais est doté de moyens très très importants qui lui permettent d'être, à mon sens, un think tank en soi, et qui d'ailleurs fait des recommandations qui se rapprochent, pour répondre à votre question, qui font plus que se rapprocher, qui sont très proches des nôtres, par exemple sur le secteur aérien. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voir sur d'autres secteurs, mais je sais qu'ils ont un peu le même travail de dire, OK, la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec pour décarboner l'aérien? OK, qu'est-ce que disent les industriels? Mais au final, si on fait le calcul, on n'y arrive pas, sauf si on modère le trafic aérien, on le fait même légèrement décroître. En tout cas, ils ont ce calcul-là et ils ont ces moyens de lobbying importants, il me semble-t-il, pour appuyer ces messages. Ailleurs en Europe, on essaye de développer des partenariats ou de développer notre influence. On n'a pas ça aujourd'hui. On a les shifters, on a les bénévoles qui sont non seulement, ils sont une quinzaine de milliers, pas que en France. Alors en l'occurrence, je suis à La Réunion aujourd'hui et il y a une association à La Réunion que j'avais contribué à créer. Et il y a des associations dans les différents pays d'Europe, et il y en a à Bruxelles notamment. Donc on essaye de développer cet aspect-là en espérant trouver aussi une contrepartie qui soit dans le même esprit que ce que nous proposons. Aux États-Unis, je vous avoue que je connais pas bien. Nous avons d'autres questions. Bonjour. J'avais regardé là sur la composition du Shift Project. Il y a beaucoup effectivement d'ingénieurs, de professions qui se connaissent au niveau technique pour la transition de société. Je me demandais, est-ce que au Shift Project vous envisagiez intégrer des professions de sciences humaines sociales, sociologues, psychologues, sur justement qu'est-ce qui va faire ciment social pour faciliter les reconversions, les transitions
parce que voilà, vous souliez la question de l'attractivité, comment est-ce qu'on amène des personnes à comprendre pourquoi on en arrive là, et voilà, comment faire la transition, etc. Merci. Merci à vous. C'est une question qu'on s'est posée. Pardon, je fais défiler sans le vouloir, même si c'est intéressant. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être laisser ça. On s'est posé la question, on se la pose toujours un petit peu. La première réponse, quand on a commencé à réfléchir, c'était les ressources et nos compétences, notre cœur de métier, comme on dit dans l'industrie. On s'est rendu compte que c'était difficile pour nous. Les ressources du chiffre ne sont pas aussi importantes qu'on peut l'imaginer avant d'y rentrer. Hein. C'était mon cas il y a 2 ans et demi. Et on sait qu'on a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Et je fais très bien de le souligner. On a encore une fois le levier des shifters, des bénévoles, qui commencent à porter ces travaux de manière relativement significative. Par exemple, sur l'emploi, vous avez eu des travaux là qui vont être publiés incessamment sous peu, je l'espère, sur comment reprendre ces travaux-là qu'on a produits sur ce sujet, l'emploi dans la transformation bas carbone, d'un point de vue individuel et d'un point de vue accompagnement. Et d'un point de vue accompagnement, y compris avec les aspects sociologiques. Alors, peut-être pas aussi poussé qu'on le voudrait, encore une fois, mais déjà, voilà, avoir cette réflexion plus comportementale. Et on le souligne dans nos rapports, mais nous, avoir la capacité d'aller très loin là-dessus, je veux dire honnêtement que je pense pas que ce soit possible. En tout cas, c'est les réflexions qu'on a eues jusque-là. Ça peut changer l'avenir en fonction aussi peut-être des ressources qu'on pourra mobiliser, de l'ambition qui pourrait être, l'ambition, on ne peut pas le dire comme ça, mais de l'orientation qui pourrait être donnée à l'avenir au Shift, un peu plus loin. En tout cas, dans les quelques années à venir, je ne pense pas que on ait les moyens de creuser ça. On aimerait appuyer ceux qui travaillent sur ça avec nos messages à nous, côté technique, et puis permettre à ceux qui travaillent sur ces questions d'accompagnement de réfléchir à ça avec des éléments techniques. Mais c'est absolument essentiel. Finalement, on laissait le souligner quand même dans le livre, notamment, c'est une question de changement de comportement. Ça paraît une évidence à dire aujourd'hui, mais on essaie de concrétiser qu'est-ce que c'est ces changements de comportement et qu'est-ce que ça apporte en termes physiques et c'est à transformer en termes de qu'est-ce que ça veut dire en termes de bien-être individuel et collectif, finalement. Cette société bas carbone, c'est pas forcément une société de contraintes uniquement, en tout cas. Donc, j'ai été très intéressé par votre exposé et je me suis posé une question. Par exemple, vous avez développé à plusieurs reprises l'exemple du remplacement des transports, des livraisons par camion par des livraisons par vélo. On peut imaginer que ça va coûter beaucoup plus cher en termes de salaire, puisqu'il va falloir salarier les personnes qui roulent à vélo et qui font ces livraisons. Est-ce que vous faites un calcul de l'augmentation des coûts salariaux et des répercussions aussi donc, sur la baisse nécessaire des dividendes versés aux actionnaires ? Finalement, si on faisait ce travail, il faudrait faire effectivement les deux. C'est la question des salaires et la question globale de la valeur ajoutée. Alors justement, on s'est arrêté à cette question de la valeur ajoutée quand on a pu le faire sur l'agriculture notamment, de dire voilà, la valeur ajoutée, comment faire un système agricole bas carbone tout en conservant une valeur ajoutée qui permet de payer tout le monde, et en tout cas les agriculteurs d'abord, et même d'augmenter leurs revenus. Donc ça, vous pourrez trouver ça, le détail de cette analyse, de ce tour de magie. C'est pas un tour de magie, mais ça y ressemble au départ quand on ne regarde pas les calculs. On n'a pas pu le faire on n'a pas eu le temps honnêtement de le faire sur le vélo. Ça m'intéresse de poursuivre ce travail. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira jamais dans le détail de tout ce qui concerne les investissements et les coûts à un niveau individuel entreprise. Évidemment, si c'était complètement absurde d'un point de vue économique, du point de vue de l'entreprise, je pense qu'on le verrait assez vite. Il faut voir que quand on fait ces propositions-là, que ce soit dans l'agriculture, pour la cyclo-logistique, il y a quand même des gains. Il y a des pertes, entre guillemets. En tout cas, il y a des coûts en salariaux qui peuvent augmenter. Il y a aussi des gains énormes. Beaucoup moins d'énergie, c'est
aussi beaucoup moins de coûts. Alors, c'est des coûts qui sont faibles aujourd'hui parce que l'énergie est encore pas chère, malgré la multiplication récente qui la rend déjà moins négligeable, qui rend déjà ce coût moins négligeable, mais il y a une question de disponibilité. Donc, finalement, il y a à la fois une question de renchérissement de l'énergie qui fait que ce que l'on propose est économiquement beaucoup plus tenable que ce qu'on peut penser. Et puis, il y a une question de disponibilité. Peut-être troisième point qui rejoint votre question sur les dividendes, c'est qu'effectivement, ce rapport sur l'emploi, et vous voyez dans ma fonction emploi et politique industrielle, il propose aussi dans sa partie finale des premières orientations sur le pilotage, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Ça doit comprendre effectivement des modes d'entreprise, des modes de fonctionnement économique qui sont nécessairement moins verticaux et qui finalement gardent la valeur ajoutée là où elle devrait être dans l'investissement et dans le fonctionnement effectif de l'économie. Pour très concrètement, effectivement, des entreprises de cyclo-logistique qui gardent l'argent pour payer les gens qui travaillent essentiellement et pour investir pour la suite et pas forcément pour partir ailleurs dans des paradis fiscaux notamment. Voilà. Pas faire de caricature, mais un peu quand même. Nous avons encore une question, peut-être une avant-dernière. Merci. Bonjour. Alors, j'avoue que moi, j'ai décroché au moment où vous avez parlé des vélos. Bon, j'aime pas faire du vélo, sans doute, mais j'avoue que ça me paraît très utopique. Alors, si vous me dites, on organise de nouvelles unités de production à côté de rails, de choses comme ça, pour aller de l'usine au train, ok. Mais franchement, j'ai du mal à imaginer tout un tas de vélos en train de faire des transports de 3 paquets, 4 colis pour remplacer des camions. J'avoue que j'ai décroché. Alors voilà, c'était juste une remarque personnelle. Bon. En tout cas, merci pour toutes ces analyses. Il y a sans doute plein de choses à prendre. Merci à vous. Et c'est important d'avoir ces réactions. Elles sont tout à fait légitimes. En fait, je vous dirais même que si vous regardez le plan de transformation dans son ensemble, ça peut paraître utopique. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans les détails. Je suis désolé, je suis allé forcément très vite parce que je m'appuie sur des travaux sectoriels très poussés. Donc, encore une fois, le rapport sur l'emploi, c'est un rapport qui s'appuie sur des choses très concrètes et très poussées qui sont développées dans chaque rapport. Pour prendre l'exemple du vélo, que ce soit dans les usages personnels ou dans la cyclo-logistique, donc le remplacement des camionnettes essentiellement en ville, les hypothèses qui sont faites sur qu'est-ce qu'on pourrait remplacer et à combien ça aboutirait en termes d'économie carbone, énergie, etc., elles sont dans le rapport. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est OK, le vélo ne peut aller qu'à 25 km/h, la camionnette à telle vitesse, il peut transporter tant. La conclusion, c'est centre urbain dense. Donc, on a les chiffres que vous avez vus sont des chiffres qui peuvent être surprenants, mais qui correspondent à une restriction forte sur la question du remplacement des camionnettes, et c'est là où il faut aller voir les calculs, au centre urbain dense. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on ne dit pas que on va permettre d'aller faire 200 km à droite, puis 200 km à gauche dans les campagnes pour faire de la livraison. Il y a des points de comparaison. Il y a des centres urbains denses comme Amsterdam, par exemple, et d'autres villes, d'ailleurs, des pays du nord de l'Europe, il y a un certain nombre, où c'est déjà un mode largement dominant dans les centres-villes, dans les centres denses. De manière générale, l'usage du vélo pour la pratique personnelle quotidienne, on est à 5 ou 6 fois moins que l'Allemagne aujourd'hui. 5 ou 6 fois moins que l'Allemagne, c'est pas un pays spécialement ensoleillé, c'est pas une question de c'est pas si petit que ça l'Allemagne. On pourrait pas dire que c'est un petit pays où c'est facile de faire du vélo. Il y a plein d'autres choses qui sont pas souhaitables à copier sur l'Allemagne. C'est pas du tout le sujet. Mais par exemple sur cet exemple du vélo, il y a des exemples qui montrent que ce n'est pas utopique au sens strict du terme. C'est évidemment, ça reste ambitieux, ça reste très ambitieux, on ne le cache pas, mais nos évaluations sont faites sur
à la fois des choses qui ont été un petit peu comparées internationalement et sur des évaluations précises de distance. Par exemple, sur le vélo, encore une fois, pour les trajets personnels, jusqu'à quelle distance pourrait-on remplacer le trajet fait en voiture? Donc, on prend tous les trajets en voiture, on regarde quelle proportion fait de moins de 3 km, moins de 7 km, moins de tant de kilomètres. Est-ce qu'on pourrait remplacer par la marche? Est-ce qu'on pourrait remplacer par le vélo musculaire, comme on dit aujourd'hui, ou par le vélo électrique? Et donc, on fait cette décomposition et on la somme finalement de ces décompositions. On prend un pourcentage, puisqu'on ne pourra pas tout remplacer. On fait en fonction du nombre de marchandises, du nombre de personnes à transporter, hein, évidemment. Et donc, voilà. Donc, c'est une évaluation qui essaie de voir au maximum raisonnable qu'est-ce qu'on peut aller en termes d'usage, qui reste un fonctionnement suffisamment plaisant et réaliste. Mais voilà, évidemment, ça reste ambitieux, mais calculé. Voilà, mais calculé. Je vous invite à aller voir vous pourrez rester sceptique, et on le comprendra et on pourra le discuter. Mais voilà. Bon, je pense que vous avez tenu compte du fait dans votre estimation qu'on ne livre pas un congélateur sur un vélo, par exemple. C'est peut-être la surprise de la collègue, hein, bien entendu. Il s'agit de réduire le fret par camion. Alors, nos ateliers commencent à midi. Pour ceux qui sont inscrits, je vais les laisser vous y rendre. Mais si vous avez du temps, Monsieur Salman, on peut encore, parce qu'il y a encore 2 questions là qui pourraient être posées, si ce ne sont pas des personnes qui sont inscrites à un atelier. Donc, voilà. Juste faire une remarque. On est dans la sobriété. Est-ce que c'est viable à terme, les voitures électriques, avec ce qu'on a vu en Californie où ils ne pouvaient plus recharger leur voiture? Excellent point, c'est vraiment un point essentiel. Ce qu'on propose sur la voiture, de manière globale sur la voiture, c'est de dire, on fait le calcul et on voit qu'on ne peut pas s'en sortir avec le même nombre de voitures. Donc le premier point, c'est diminuer le nombre de voitures, et d'où l'impact d'ailleurs sur l'emploi direct de ça. Ensuite, il faut développer les alternatives. Donc, c'est classique de dire ça, mais on le chiffre, on le développe. Et ensuite, la technologie des voitures qui resteront, il restera des voitures. Voitures électriques, est-ce qu'il faut faire l'hydrogène? Est-ce qu'il faut faire les biocarburants? On reste sur l'électrique, non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions, de loin. Et on dit, en fait, on ne pourra pas faire des voitures grosses voitures qui ne sont pas profilées, qui sont lourdes, parce qu'elles vont consommer beaucoup, elles vont demander des recharges rapides qui vont être impossibles dans les situations comme la Californie, très clairement. Donc, on fait l'interaction, on calcule très précisément, assez précisément, je veux dire, de manière dans les grands ordres de grandeur, mais oui, assez précisément, on peut le dire, l'impact de départ en vacances de tout le monde, tout le parc est électrifié, avec le nombre de voitures qu'on a calculé comme étant possible pour décarboner. Est-ce que le système électrique tient? Un système électrique raisonnable, pas un système électrique utopique, pour reprendre le terme. Est-ce que le système électrique tient dans ces moments de pic? Alors, on n'a pas fait l'exemple de la canicule, mais clairement, ça rentre dans notre façon de réfléchir de manière systémique. Est-ce que le système peut tenir ce genre de scénario où tout électrifié? Non, en fait, si on garde le même nombre de voitures, non, si elles sont lourdes, etc., et avec des grosses batteries. Ça ne veut pas dire que c'est solution à tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas idéalement faire encore mieux, c'est-à-dire moins de voitures et encore plus petites. Mais en tout cas, on est dans un scénario où ça tient tel que par rapport à l'ensemble de nos propositions, mais ça n'empêche pas qu'un risque comme une canicule qui dure énormément, peut-être plus qu'en Californie, et ça va arriver malheureusement, oui, on pourra peut-être plus recharger les voitures. Ça, c'est clair. Et donc, il faudrait faire plus de sobriété. Idéalement, il faudrait faire même plus de sobriété. Ouais, tout à fait. Oui. Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans le plan de transformation, oui. Mais c'est important d'y réfléchir. Une toute dernière intervention, parce que finalement, il y a un atelier qui va démarrer maintenant. J'avais juste une petite question. Que pensez-vous des fournisseurs d'énergie verte? Là, c'est une question presque personnelle, qui peut peut-être intéresser d'autres que moi. Alors, elle n'est pas que personnelle. Alors, je ne suis pas le spécialiste énergie du Shift, donc je ne pourrais pas vous répondre. Ne prenez pas pour argent comptant ou en détail, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait pour le système énergétique et de développer la concurrence dans le système énergétique, c'était très virtuel. C'est-à-dire que les certificats d'économie d'énergie et les certificats comme quoi vous achetez de l'énergie verte,
finalement, ils ne veulent rien dire parce que le système électrique, c'est un tout. Et que l'électricité que vous achetez, c'est celle de tout le monde, finalement. Et soi-disant, vous prenez la partie qui vient d'un panneau solaire quelque part, mais finalement, le système électrique ne tiendrait pas s'il n'y avait que ces panneaux solaires, parce que le panneau solaire, il s'éteint la nuit, dès qu'il y a des nuages, etc. Donc c'est assez artificiel dans ce sens-là, et c'est pas la bonne solution, selon nous, en tout cas, pour décarboner la production d'énergie. Voilà, je peux au moins dire ça. Bien, encore merci, Monsieur Salman, pour votre participation. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous êtes applaudi. Merci à vous, on vous connaît davantage et on continue à réfléchir avec vous sur tout ce qu'il faut transformer. Merci. Très bien. Bonne fin de journée, au revoir. À bientôt. Au revoir.